Le jeu de ping-pong continue au CDP à moins d'une semaine de l'investiture du candidat désigné du parti pour la présidentielle de novembre prochain. Un deuxième candidat vient s'autoproclamer. Mahamadi Kwanda, à la tête d'un groupe de militants, crie à l'exclusion et assigne une nouvelle fois le parti en justice. Réaction immédiate du Bureau politique national du CDP. Lui et son groupe sont suspendus pour 6 mois. Le BPN qui prépare activement le congrès d'investiture du candidat désigné Edi Komboigo. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel veut engager des réformes pour plus de performances. La 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation a annoncé les couleurs ce 20 juillet. Une visioconférence présidée par le président du Faso. Les détails tout à l'heure. Tous unis pour la préservation de la biodiversité, source de vie. Le monde entier célébrait le 5 juin dernier sous ce thème la journée mondiale de l'environnement, une journée célébrée en différé les 17 et 18 juillet dernier au Burkina Faso. Au menu et au-delà des discours, une opération de salubrité. Bonsoir, merci de nous suivre. Politique et cette question pour ouvrir ce journal. Que se passe-t-il au CDP? Alors qu'on pensait la guéguerre terminée, le groupe Mahamadi Kwanda se rappelle au bon souvenir d'Edi Komboigo. Le président du parti et candidat à la présidentielle de novembre prochain se voit à nouveau assigné en justice. Kwanda et ses camarades qui se réclament de la vieille école se sentent exclus du parti. L'ex-député va plus loin en s'auto-proclamant candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès au scrutin du 22 novembre. Annonce faite samedi dernier devant la presse. Luc Park-Belgem. Il se présente comme le candidat officiel du CDP à l'élection présidentielle de novembre 2020 malgré sa candidature invalidée aux primaires du parti. Mahamadi Lamine Kwanda, membre fondateur du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'a annoncé en présence de son groupe de soutien. Si cette candidature se confirme, ce sera une double candidature au sein de l'ex-parti au pouvoir. Mais pourquoi une telle décision au parti de l'épier de la Daba? De façon unanime, le groupe Kwanda pour un CDP authentique indexe le président du parti, Edi Komboigo. Et si réellement c'est l'intérêt du parti qu'on recherchait, pourquoi invalider sa candidature? Laissez, il va venir faire la compétition et vous allez le battre. Et si aujourd'hui on l'avait laissé compétir et on l'avait battu, on ne parlait plus de ça. Mahamadi Kwanda aujourd'hui ne pouvait plus réclamer quoi que ce soit. Vous faites entorse aux directives du parti et vous sortez, vous racontez ce que vous voulez et vous voulez dompter. C'est malhonnête. On ne peut pas gérer des hommes en ne respectant pas d'abord nous-mêmes nos tests. Et je le dis, je le répète, ce n'est pas un problème de Mahamadi Kwanda, c'est tous qui sont sincères avec la politique. C'est dire que ceux qui sont en face de vous, là, seront candidats à la présidence, au nom du CDP, au nom des candidats dans les 45 provinces de Burkina Faso, pour chercher des députations. Et si nous avons la chance d'avoir des députations, nous avons dit plus haut que c'est ceux ou ceux-là, parce qu'il peut avoir une femme élue. Ceux-là ou celle qui est élue du Burkina Faso, à défaut de moi, Mahamadi Kwanda et mon groupe, aura notre amitié si seulement la condition de réconciliation, d'unité réelle, de pardon de tout le Burkinabé. Afin de gagner cette nouvelle bataille dans laquelle ils se sont engagés, Kwanda et ses camarades politiques ont assigné le camarade président du parti en justice. Ces derniers attendent des décisions pour fin juillet et mi-août. En attendant, ils sont au regret de constater que depuis l'accession de Edi Komboigo à la tête du parti, au lieu qu'il y ait une union sacrée autour du CDP, on assiste plutôt à une hémorragie. Des démissions enregistrées depuis lors sont les conséquences de la mauvaise gestion du parti. Quand quelqu'un reconnaît sa malade comme sa maman, à contre-cœur, lui qui devient quelqu'un va tuer la vieille là. C'est le cas d'Edi. Aujourd'hui là, si Edi peut avaler blé, il va l'avaler. C'est moi qui dis si Edi peut avaler blé aujourd'hui, il va l'avaler. Pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi il continue qu'il va bien écrit? Il est devenu un BF1, non? Vous êtes faux, non? Il devient un BF1, qu'est-ce que c'est blé écrit? Est-ce que blé est mort? Blé écrit maintenant pour dire c'est moi qui ai écrit. Tu dis non, qu'est-ce que c'est encore faux? Tu veux que blé fait quoi? Nous ne sommes pas là pour quelqu'un.
Mahamadi Lamine Kwanda posséderait tous les atouts pour briguer la magistrature suprême au nom du CDP. Pour ce faire, il prévoit se battre avec toutes ses forces, mais dans la légalité, parce que le CDP, pour lui et ses compagnons, c'est avant tout un parti qui a un esprit, une âme que les fondateurs, aujourd'hui brimés, veulent coûte que coûte promouvoir. Pas question de se laisser distraire. La réaction du Bureau politique national du CDP ne s'est pas fait attendre. Mahamadi Kwanda et son groupe ont été suspendus du parti pour 6 mois. C'est donc sans eux que le Congrès pour la démocratie et le progrès va investir son candidat le 26 juillet prochain. Abdou Razak Traoré. Si le fondateur du parti, Blaise Compaoré, a validé la candidature de Eddy Kombo-Yogo, d'où l'annonce du congrès d'investiture, Mahamadi Kwanda et son groupe de soutien fulminent contre la désignation de l'actuel président du Congrès pour la démocratie et le progrès pour briguer la magistrature suprême. Quand Kwanda s'autoproclame candidat de l'ex-parti au pouvoir, le bras droit de Eddy Kombo-Yogo parle d'imposture. Si la démarche a permis au parti, conformément à ses textes et à ses dispositions régulières, de choisir un candidat en la personne du camarade Eddy Kombo-Yogo, c'est que tout autre acte de candidature est une imposture. Purement et simplement une imposture. Il peut être candidat, comme il l'a dit, mais pas candidat du CDP. Et quand Mahamadi Lamine Kwanda parle d'exclusion et de manigance du collège de désignation pour récaler sa candidature, le bureau politique national du CDP s'en offusque car pour lui, le dossier de Kwanda manquait de certificat de nationalité et de casier judiciaire. Alors, quand on a un âge assez avancé, il faut savoir assumer la vérité des faits. Et les faits sont têtus. Le camarade Lamine Kwanda le sait très bien, il a déposé un dossier incomplet. Je ne sais pas, les pratiques au Burkina Faso, dans quelle jurisprudence, même pour un examen ou un concours, on accepte un dossier incomplet. Je ne sais pas dans quelle jurisprudence. À plus forte raison, un dossier qu'on doit constituer pour être candidat à la candidature pour l'élection du président du Faso. Quant à la première assignation en justice où Mahamadi Kwanda et son groupe demandent l'annulation du PV de désignation du candidat du CDP, la direction du parti a immédiatement réagi en suspendant tous les plaignants dont Kwanda lui-même pour 6 mois. Dans la deuxième plainte, il réclame 75 millions de francs CFA de dû au CDP. Sur la question, le parti de l'EPI et de la DABA n'a rien à se reprocher. D'abord, les conditions qui lui avaient été édictées pour lever sa suspension. Et deuxièmement, pour avoir encore une fois enfreint aux dispositions des statuts du parti, le bureau politique national a estimé qu'il était passible de suspension en attendant que son cas soit instruit jusqu'au bout. En plus du cas Mahamadi Kwanda et son groupe, le bureau politique national a également dû faire face aux démissions de poids lourds comme Salia Sanou, l'ancien maire de Popo-Dioulasso. En dépit de toutes ces adversités, ces lieutenants de Eddy Kombo-Yogo y croient dur comme fer, car pour eux, le CDP a déjà expié ses graves fautes de gouvernance. Il a même tiré des leçons. C'est sous ces signes que le président du parti sera investi ce dimanche 26 juillet 2020. Passé l'étape de l'investiture, la majorité présidentielle est en ordre de bataille pour une victoire éclatante de son candidat le 22 novembre. Dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou, le NTD fait le rappel des troupes. Au Conseil burkinabé des chargeurs ce dimanche, les consignes sont claires. Faire bloc derrière Rochmar Christian Kaboré et faire le plein de député Luc Pagbelgem. Je déclare solennellement installer le bureau de la sous-section de l'arrondissement de la région du Centre. Le NTD a installé son commando pour les scrutins prochains à l'arrondissement 1. Le nouveau temps pour la démocratie a choisi les hommes et les femmes devant le conduire aux échéances à venir. C'est une installation de bureau, mais avant tout un rappel de troupes en cette période préélectorale. Les tâches qui nous attendent, c'est la mobilisation des militants et militants du NTD pour des victoires
le jour du 22 novembre 2020. Parce que nous voulons accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré encore à Kosiam. Après, nous voulons l'hémicycle. L'hémicycle sera dirigé cette année par le NTD, Inch'Allah. L'objectif de ce parti de la mouvance présidentielle, c'est d'avoir le maximum d'élus locaux et nationaux. Et pour ce faire, la mobilisation ne doit pas faiblir. Un message de remerciement. Vous avez vu que la mobilisation était très importante et que ça dénote qu'au niveau de l'arrondissement 1, les militants se sont engagés pour porter haut le flambeau du parti. Donc c'est un message de satisfaction et de soutien, parce que vous savez que l'arrondissement 1, c'est un arrondissement symbole. Et au niveau du NTD, nous marquons notre présence au niveau de l'arrondissement 1, parce que c'est le cœur de Ouagadougou. Représentant Vincent T. Dabilgou, le président du parti, la secrétaire générale nationale du NTD a rappelé à tous les militants la nécessité d'œuvrer pour un NTD conquérant et victorieux au soir du 22 novembre 2020. Le NTD affûte simplement ses armes. Et donc, ce matin, nous sommes venus à l'arrondissement 1 pour sonner le rassemblement. Passer des messages de notre président Vincent Dabilgou, rassurer tous nos militants que pour les élections du 22 novembre 2020, notre seul candidat à la présidentielle est son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Et sonner le rassemblement afin que les députés, les députés au niveau du Kadiogo conjuguent au NTD. Composé de 26 membres, le bureau NTD de l'arrondissement 1 a reçu l'onction pour engager le combat. Et ce sera avec l'accompagnement de tous les militants et sympathisants. On en vient à la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS. Covid-19 oblige, elle s'est tenue ce 20 juillet par visioconférence. Après plus de 50 ans d'investissement dans la lutte contre la sécheresse, l'organisation veut faire peau neuve. De grands chantiers sont annoncés à cette réunion. Romain Okueta. Un SILS nouveau pour plus d'efficacité dans les interventions stratégiques et politiques. La 19e conférence des chefs d'État du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel a approuvé le rapport de réforme de l'institution. Un nouveau projet de gouvernance qui sera piloté par le président tchadien Idriss Déby, qui remplace à la tête de l'organisation son homologue burkinabé Roch Kaboré en fin de mandat. Sa priorité sera de mettre en place de nouvelles stratégies de financement de l'institution un peu trop dépendante de ses partenaires étrangers. Au niveau des États, il y a des arriérés. Aussi, c'est pourquoi les chefs d'État ont pris l'engagement de pouvoir apurer l'ensemble des arriérés, mais d'être à jour des cotisations, par exemple, de 2020. Cela va permettre au SILS d'avoir ses propres ressources pour prendre en charge l'ensemble de son fonctionnement. Mais également, comme on dit, le SILS nouveau, avec les deux centres spécialisés que l'Agrimet comme l'INSA, eux, ils vont vraiment développer davantage leur expertise pour créer des ressources propres au SILS afin que le SILS vraiment ne dépende pas de nos partenaires financiers comme il est aujourd'hui. Les chefs d'État vont mettre en place un montant de 300 millions de francs CFA pour soutenir cette réforme. L'une des difficultés qui aura émaillé le mandat du président Roch Kaboré à la tête de l'institution, c'est l'action néfaste des chenilles légionnaires sur les productions des agriculteurs. Des nuisibles qui constituent jusqu'à ce jour un souci majeur pour le monde paysan de l'espace SILS. La lutte contre ces ravageurs demeure donc un défi pour la nouvelle équipe. Cette 19e conférence des chefs d'État a également approuvé l'adhésion de la Centrafrique comme nouveau membre de l'institution, ce qui porte désormais à 14 le nombre d'États affiliés à l'organisation. Environnement, changement climatique, on en parle toujours avec la journée mondiale de l'environnement. Chaque année, c'est un enjeu spécifique majeur concernant l'environnement qui est mis en avant. La présente édition avait à son cœur la préservation de la biodiversité. Et c'est à Banfora que nous allons nous rendre pour revivre la journée célébrée en différé les 17 et 18 juillet dernier. Soto Justin Dabiri. Environ 1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction, en grande partie à cause des activités humaines.
Au Burkina Faso, l'état de l'environnement fait cas d'une forte dégradation des terres, de la perte de la biodiversité, de la dégradation du potentiel de la ressource en eau, des changements climatiques et bien d'autres. Ces problèmes ont pour conséquence le déséquilibre écologique, le dérèglement climatique, l'accroissement de l'insécurité alimentaire, la pauvreté, la vulnérabilité aux infections et j'en passe. C'est pourquoi j'invite ici tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les partenaires au développement et toute la population à se mettre en ordre de bataille pour sauver notre biodiversité. Pour apporter des réponses idoines aux maux qui assaillent l'environnement au Burkina Faso, le gouvernement a adopté au niveau national plusieurs mesures au plan politique, institutionnel, législatif et réglementaire. Des mesures sont également prises au niveau régional et international. À travers ces mesures, le Burkina Faso s'engage à œuvrer à la protection de son patrimoine faunique et floristique en réduisant la pression sur ses ressources naturelles, selon le ministre en charge de l'Environnement. Pour cela, ensemble, disons non à la coupe abusive du bois, non au feu de brousse, non au braconnage, non aux pollutions sous toutes ses formes, oui au mode de production et de consommation durable, oui à l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, oui au respect des textes en matière d'environnement, oui à la promotion d'un environnement sain et oui à la préservation de la biodiversité. La société minière Wayang Gold Operation, en tant que société citoyenne, en tout cas, œuvre à minimiser le plus possible son impact sur l'environnement. C'est là, à travers le plan de gestion environnementale et sociale que nous mettons en place sous la surveillance du ministère en charge de l'environnement. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le ministre Nestor Bassière, accompagné de ses collègues des droits humains et des ressources animales, ainsi que des autorités administratives des Cascades, a procédé au lancement officiel de la Journée nationale de la salubrité. La journée de salubrité également, c'est une interpellation. Vous savez, la salubrité commence dans la maison. Chacun chez soi. Et ce que l'on doit poser comme acte, bien sûr, pour que les enfants puissent copier l'acte également, il faut que nous, parents, nous ayons également le sens, bien sûr, de préserver. J'entends pas les ordures partout. Du matériel d'assainissement ont été remis aux communes de Sendou, Nyankoloko, Banfora et à la direction régionale en charge de l'environnement des Cascades. La coupure du ruban marque le lancement officiel de la célébration en différé de la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Tous unis pour la préservation de la biodiversité, source de vie ». Toujours dans la dynamique de protection de l'environnement, le département de Nestor Bassière informe et sensibilise. Les structures publiques sont invitées à toujours tenir compte de la dimension environnementale dans chacun de leurs projets. Sandrine Zougouri. Selon le ministère en charge de l'environnement, certaines évaluations environnementales ne sont pas réalisées par les promoteurs avant la mise en œuvre du projet d'investissement. Pourtant, cette étape doit être strictement respectée afin d'éviter les dégâts sur le terrain. Alors, il faut dire que le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ne prennent pas en compte la dimension évaluation environnementale, alors que la loi l'exige. Il faudra qu'aujourd'hui, on puisse prendre en compte cette dimension environnementale-là, parce que un projet qui est réalisé, on pourrait minimiser les impacts sur l'environnement et le social. À travers donc les études, il y a des options à suivre. Et l'évaluation environnementale donne des indications à ce niveau pour minimiser justement les dégâts posés à la nature et aussi volet social. C'est en ce sens que se tient cet atelier d'information et de sensibilisation des structures publiques sur les évaluations environnementales. Un atelier plus orienté vers les textes réglementant les évaluations environnementales, ses avantages ainsi que les procédures de réalisation des évaluations environnementales. Voilà, donc l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de les sensibiliser pour qu'ils prennent en compte dans la formulation des projets la dimension environnementale, à savoir les évaluations environnementales. À cet atelier sur la dimension environnementale, des recommandations ont été formulées, surtout sur le budget. Un projet qui est financé par l'État,
que cette question soit réglée, qu'il y ait un budget donc, pour la validation des rapports, qu'il y ait un budget pour indemniser les personnes qui sont affectées par les projets, qu'il y ait un budget alloué à la structure chargée donc du suivi de la mise en œuvre des PGS de ces différents projets. Imaginez-vous un projet qui est financé par exemple à hauteur de 100 millions et qu'il faut dépenser la moitié pour réparer les dégâts causés par l'installation de ce projet. Donc, il va sans dire qu'il y a des précautions à prendre. Conscient de l'importance des dimensions environnementales, le gouvernement, dans sa politique, a adopté un nouveau code de l'environnement et un décret sur la réalisation de l'audit environnemental. Voyons à présent l'impact de la Covid-19 sur la politique gouvernementale. La loi de finances 2020 rectifiée, de nombreux ministères et institutions étatiques se retrouvent avec des budgets réduits et des dotations annulées. Nous sommes lundi et vous l'aurez compris, nous ouvrons une fenêtre sur l'économie nationale à travers la chronique éco de Rémi Lambert-Nébier. L'État au secteur privé, durement touché par la pandémie de la Covid-19. Ministères et institutions. Les dotations sont revues à la baisse pour faire face à la baisse drastique des recettes et aux nouvelles priorités. Ainsi, le ministère de la Santé enregistre environ 25 milliards de francs CFA d'annulation de ses crédits budgétaires. Dans la même proportion, le ministère des Finances devra céder plus de 25 milliards de francs CFA de son budget initial. En pleine campagne agricole humide, le ministère en charge de l'agriculture, lui, voit son budget initial réduit de plus de 18 milliards de francs CFA. Les budgets de la présidence du FASO et de la primature, eux, enregistrent des annulations respectivement de 8,6 milliards de francs CFA et 3,7 milliards de francs CFA. Le budget de la riposte a été évalué à 177 milliards. Le budget de prise en charge des entreprises impactées, c'est 100 milliards. Et au niveau social aussi, il y a eu quand même des crédits qui ont été dégagés pour prendre en compte certaines mesures. Et je prends par exemple la baisse de la consommation d'eau et d'électricité. Il faut bien que quelqu'un supporte ça quelque part. L'annulation des loyers, la baisse des TVA, etc., etc. Donc l'un dans l'autre, on a pris de l'argent ailleurs pour venir prendre en compte ces aspects-là. Je précise que la prise en compte de l'impact de la maladie, c'est sur 3 ans, 2020, 2021 et 2022. Donc pour l'année 2020, le budget a pris en compte d'une manière majoritaire l'incidence financière de Covid. Les conséquences directes de ces annulations de dotations budgétaires seront logiquement l'annulation de plusieurs activités et investissements au niveau sectoriel. Cependant, ces annulations ne compromettent pas forcément les investissements prioritaires du gouvernement. Le budget revu reste un budget à exigence PNDS. Je dirais que c'est un jeu de lignes. On déplace, on bouge, mais la priorité du PNDS reste. Ça veut dire, par exemple, au niveau de la santé, c'est obligé de financer la santé de la mère et de l'enfant. Au niveau de l'éducation, et évidemment, la résorption des classes sous-périodes existe. Seulement, on va peut-être jouer sur certains chiffres et sur certains indicateurs pour permettre de prendre en compte les nouveaux besoins. Pour de la défense et de la sécurité, vous remarquerez que la défense a 226 milliards et la sécurité 104 milliards. D'abord, dans le budget initial, il y a eu une légère hausse du budget de ces deux départements. Et dans le cadre de la loi rectificative, il y a eu, si au niveau de la sécurité, c'est resté identique, au niveau de la dépense, il y a eu une petite augmentation au niveau de la dépense. Donc ça veut dire que vous voyez que la priorité terroriste, lutte contre le terrorisme et l'insécurité demeure en état dans ce budget-là. Au contraire, on a même ajouté quelques crédits supplémentaires pour prendre en compte cet aspect-là. Néanmoins, des programmes comme ceux relatifs aux aménagements hydro-agricoles, la lutte contre le VIH, SIDA et les IST sont fortement impactés par les annulations avec des montants de l'ordre de 3 à 5 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA sont aussi annulés au titre du remboursement de la dette.
100 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué par l'État au secteur privé durement touché par la pandémie de la Covid-19. Le mode de répartition de ces fonds était à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du SIDEF, le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina. C'était le jeudi dernier et Roméo Koeta y était pour le compte de BF1. C'est la toute première Assemblée générale du SIDEF, le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina, après que les mesures de restriction liées à la Covid-19 aient été allégées. Une pandémie qui aura fortement affecté les affaires de ces acteurs économiques. Au cours de cette rencontre, il est donc question des stratégies à mettre en place pour relancer les entreprises. Les 100 milliards de francs CFA mis en place par l'État pour les aider pourraient constituer un bol d'air. L'accord cadre a été signé entre le gouvernement et l'association professionnelle des banques. Au SIDEF, on souhaite une répartition par secteur pour plus d'équité. On était en train de voir comment il faut aborder les différents secteurs, c'est-à-dire le secteur de l'agro-industrie, agroalimentaire, je veux dire, qui est très touché. Bon, comment prendre cette entité à part et affecter une certaine somme. Peut-être pour les d'autres entreprises, peut-être le meilleur moyen serait de mettre un fonds de garantie en place pour leur permettre d'avoir un accès au crédit auprès des banques. Et je crois qu'il a été question de cela aussi. Et l'informel qui ne veut pas être le parent pauvre, ne voudrait pas que son cas soit traité en même temps que les grandes entreprises en disant « moi j'ai un autre problème ». Donc voir comment on peut dégager un fonds donc, de soutien au secteur informel qui pourra être abondé par justement ce budget qui a été prévu. Et puis aussi trouver un mécanisme, je dirais, de bonification d'intérêt pour permettre aussi de baisser les taux et faciliter l'accès des entreprises au crédit. Et justement, le taux d'intérêt, le gouvernement y a aussi pensé. Il sera de 4% grâce à un fonds de garantie de 5 milliards de francs CFA prévu par l'exécutif. Donc nous avons abondé 5 milliards pour bonifier le taux d'intérêt qui sortira. Donc ce qui fait que, in fine, les prêts qui seront faits aux grandes entreprises donc, seront à un taux de 4%. L'autre inquiétude évoquée par ces chefs d'entreprise au cours de cette rencontre, c'est l'insécurité dans certaines parties du pays qui empêche des entrepreneurs d'exécuter leur marché dans lesquels ils ont déjà injecté de gros sous. Il y a quand même un impact sur le niveau des activités. Parce que la plupart de nos sociétés qui travaillent avec l'État dépendent de la commande publique. Et comme il y a un ralentissement parfois à ce niveau des investissements, il est évident qu'il y a un impact sur nos sociétés. Sur la question sécuritaire, Lassine Diawara et ses collaborateurs entendent poursuivre la réflexion avec le gouvernement au niveau du patronat, un cadre plus élargi. Cette Assemblée générale a aussi été l'occasion pour le SIDEF de faire le bilan de ses activités durant l'année écoulée. En termes de perspective, l'organisation compte se doter d'un nouveau siège. Le Burkina Faso qui peut manifestement compter sur ses partenaires au développement dans cette crise sanitaire. Le PNUD offre un important lot de matériel au ministère de la Santé, des appareils d'assistance respiratoire, des kits de diagnostic et des tests de confirmation d'une valeur de plus de 137 millions de francs CFA. Abdou Aziz Saleh. Des respirateurs pour renforcer la capacité opérationnelle du système de santé burkinabé. Au nombre de 5, ces appareils médico-techniques sont offerts au ministère de la Santé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD, par ce geste, contribue ainsi à la lutte contre les décès liés au manque d'oxygène au Burkina Faso. Le PNUD, en tant que partenaire du Burkina Faso et du gouvernement, apporte dans le cadre de l'assistance du système des Nations Unies à la réponse contre la Covid, un appui au ministère et au-delà, notamment au niveau des populations ou d'autres services, pour contribuer à sa manière à dire stop à la Covid et à contribuer aux efforts inlassables que les autorités du ministère et les autorités de la République ont déployés depuis que l'épidémie a vu le jour au Burkina. Dans le sens que nous amenons aujourd'hui des équipements, 5 appareils d'assistance respiratoire. Des respirateurs, mais aussi des kits de diagnostic.
Le PNUD a également offert au ministère de la Santé 1000 doses de tests de confirmation de la COVID-19 et des équipements de protection. Le but, permettre au gouvernement de mieux assurer la surveillance de la pandémie au Burkina Faso. Le coût de tous ces dons est estimé à plus de 137 millions de francs CFA. Et vous savez qu'avec la perspective de l'ouverture des frontières, nous utilisons beaucoup ces tests PCR. Et à chaque fois que des passagers, des voyageurs foulent le sol burkinabé, nous faisons ce qu'on appelle les tests diagnostiques rapides, TDR, et suivi du test PCR pour la confirmation ou l'infirmation des résultats du test de diagnostic rapide. Et donc, cet appui va nous permettre de mieux assurer la surveillance de la pandémie dans notre pays. Le PNUD atteste qu'il a reçu un financement du gouvernement japonais. Avec ce fonds, il compte mettre d'autres équipements à la disposition du système de santé burkinabé. On a beau vous aider, si vous ne faites aucun effort de votre côté, c'est peine perdue. Car comme on dit, une route propre ne dépend pas seulement de l'efficacité du service de nettoyage, mais de l'éducation des personnes qui l'empruntent. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain. Bonsoir.